AFG. Ensemble, transformons l'énergie. L'appropriation sociale des énergies renouvelables et leur potentiel. Donc, pour en débattre sur l'estrade, j'appelle à me rejoindre donc Marie-Claire Aoun, qui est directrice de la prospective et des relations institutionnelles de Terega, Jean-Louis Ball, président du CER, Nicolas Bernet, directeur de recherche à l'INRAE, directeur du laboratoire de biotechnologie de l'environnement à Narbonne, et enfin Aurélie Picard, déléguée générale du nouveau système énergétique, le CSF. Moi, je pense que vous pouvez les accueillir. On fait ça en musique. Donc merci à vous toutes et tous d'être présents sur cette table ronde, je le disais, consacrée à l'appropriation. Alors déjà juste un petit rappel, vous savez que nous avons 45 minutes pour cette table ronde, c'est très rapide, donc du coup il va falloir être concis et percutant. J'en appelle déjà à vous et je suis persuadé que vous serez au rendez-vous. Néanmoins, avant de vous donner la parole, et je commencerai par vous Jean-Louis Ball, je rappellerai juste une citation du président de la République qui je trouve positionne bien la question de cette table ronde. Il faut créer du consensus au départ et essayer de bloquer le recours dilatoire. L'objectif, on l'a compris, c'est d'accélérer. Et pour accélérer, il faut que les gens qui nous entourent, ou les riverains des projets ENR notamment, comprennent, s'approprient. On l'a dit ce matin. Jean-Louis, qu'est-ce qu'il en est effectivement de cette question-là, selon vous ? Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est une citation du président de la République qui est très récente, puisque c'était jeudi dernier à Saint-Nazaire. C'est ça. Alors, et dans l'actu. La première chose pour créer du consensus, c'est avoir une bonne idée de la réalité du développement des énergies renouvelables tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'on le voit à l'horizon 2030 et plus loin. Et surtout, alors d'un point de vue énergétique, ça c'est le travail que fait l'ADEME, que fait le RTE, que fait certaines associations comme Négawatt, mais il est important aussi de regarder quelles sont les retombées dans les territoires. Parce que on parlait ce matin d'acceptabilité et d'appropriation. Je pense qu'aujourd'hui, l'acceptabilité, elle est largement là et qu'il ne faut plus parler d'acceptabilité. Toutes les enquêtes d'opinion que l'on peut faire sur le biométhane, sur l'éolien, le photovoltaïque montrent une large acceptabilité par les populations. Et ça se confirme d'année en année. Maintenant, il faut passer au stade ultérieur qui est l'appropriation. Et pour cela, il faut bien savoir mesurer quelles sont les retombées au niveau des territoires. Il y a 2 ans, avec le CER, nous avons fait une étude sur l'impact économique du développement des renouvelables. C'est une étude qui a été menée par le cabinet EY et dans laquelle donc, on a identifié en 2019 de la valeur ajoutée pour 14 milliards par an, dont 80% étaient localisés en France. Et donc l'essentiel de cette valeur ajoutée se concentrait sur la création d'emplois et qui était répartie de façon très homogène, mais très dispersée dans les territoires. C'était 166 000 emplois. Je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on ne doit pas être loin des 200 000 emplois. Mais encore une fois, c'est très dispersé sur les territoires. Il y a très peu de concentration d'emplois. On a des concentrations aujourd'hui sur l'éolien en mer avec les sites industriels de Saint-Nazaire, de Cherbourg et du Havre. Mais en dehors de ça, c'est des dizaines d'emplois par-ci, des dizaines d'emplois par-là. Et ça passe relativement inaperçu donc, dans les territoires. L'autre constat que l'on faisait, c'était que les retombées fiscales au niveau des collectivités territoriales étaient de plus de 1 milliard d'euros par an, dont 30% dans les communes ou communautés de communes d'implantation des sites renouvelables. Mais, parce qu'il y a un mais, les riverains, les habitants de ces communes ne le savent pas. Vous voulez dire quoi? Qu'il faut qu'on renforce la communication vis-à-vis des riverains sur le bien qu'ils ont, enfin, sur l'intérêt qu'ils ont à gagner effectivement du développement des projets des énergies renouvelables. Exactement. Il n'y a pas de lien
entre les éoliennes qu'ils voient ou les méthaniseurs qu'ils peuvent voir à l'occasion. Ça se voit moins, un méthaniseur, hein. Mais il n'y a pas de lien pour eux entre leur portefeuille et l'implantation de ces sites. Aurélie Picard, vous êtes d'accord avec cette vision? Effectivement, il faut que les riverains soient plus conscients, voire carrément intéressés effectivement aux projets qui se construisent à leur porte. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un point important. On est très aligné avec Jean-Louis Bal sur le sujet, à la fois sur la dimension industrielle qui est essentielle, et c'est une des raisons d'être du comité stratégique de filière que j'anime, qui cherche à développer l'industrie de la transition énergétique et justement qui a un plan d'action construit avec l'État sur ce sujet. Et on arrive très clairement au constat que c'est essentiel de développer l'industrie qui est plus visible, peut-être moins diffuse que le service sur la transition énergétique. Une usine, comme vous le disiez, d'éolien, c'est très visible. Des usines d'équipement, c'est plus tangible, c'est structurant. Voilà. Donc c'est un des points essentiels dans la visibilité de la retombée économique, au-delà de la partie service qui est non délocalisable. Et c'est vraiment notre combat, je dirais, au sein du comité stratégique de filière avec l'ensemble des industriels, des énergéticiens du secteur. Et puis, on a cette dimension perception par les riverains. Et on voit bien dans le projet de loi, justement, sur l'accélération des ENR, c'est un axe qui a été introduit et qui nous paraît important. On a fait beaucoup de benchmarks sur les pays européens, notamment le Danemark et l'Angleterre. Et on voit que c'est des pays qui sont passés d'abord d'une première phase d'incitation, de possibilité de participation au projet, qu'on a en France, à une phase bonus qui est plus directe, où on a clairement une retombée pour les riverains sur la partie, sur la proximité avec une ENR. Alors comment ça se concrétise ça, justement sur le terrain? Comment est-ce qu'ils sont intéressés concrètement? Alors on a différents scénarios, mais il y a typiquement des zones de bonus au Danemark, où il y a un bonus sur le prix de l'énergie de par la proximité avec l'ENR à côté de chez soi. Donc ça veut dire, en gros, j'ai une unité de méthanisation à côté de chez moi, j'ai un parc éolien, donc je vais payer mon énergie moins cher. J'ai un bonus, voilà. Jean-Louis Bal, ça vous paraît être une solution intéressante à creuser? C'est une solution intéressante et c'est une des pistes donc, du projet de loi d'accélération. Maintenant, je pense qu'il faut aussi que l'État fasse de la pédagogie et que les maires qui bénéficient des taxes, l'IFER, la CVAE, sur les parcs d'énergie renouvelable, qu'ils fassent savoir à leurs administrés que telle réfection de route, telle création de crèche, etc., c'est réalisé avec des revenus qui proviennent des énergies renouvelables. Et vous savez que les projets d'énergie renouvelable, ils sont souvent implantés dans des petites communes, des communes de 200, 300 habitants. Et quand vous avez un IFER de 100 000 ou 200 000 euros, pour le budget de ces communes, c'est quelque chose de considérable. Et donc pouvoir dire aux habitants, les éoliennes que vous voyez, eh bien, elles vous permettent d'avoir un état des routes qui soit satisfaisant. Donc l'idée, c'est de développer l'attractivité des territoires, lutter contre la désertification rurale en apportant des revenus et de l'activité complémentaire. Exactement. Et effectivement, si les riverains des parcs éoliens ou les riverains des méthaniseurs peuvent avoir leur électricité ou leur gaz moins cher grâce à la proximité avec ces installations, eh bien, ce sera de l'appropriation gagnée et ça va concerner rapidement quelques millions de personnes. Alors on parle beaucoup en ce moment du fait que l'État bénéficie d'une rente avec les énergies renouvelables qui vraiment crée un surplus de profit. Est-ce que là encore, il y a quelque chose à faire vis-à-vis des populations locales pour qu'elles aussi aient à y gagner? Alors, il faut arrêter de parler de surprofit pour les développeurs et exploitants d'énergie renouvelable. La réglementation française l'a déjà prévu. On a aujourd'hui, dans le photovoltaïque et l'éolien, ce n'est pas encore le cas dans la méthanisation, mais on a des contrats qu'on appelle complément de rémunération, c'est-à-dire que l'État garantit un revenu aux producteurs. Et si la vente sur le marché est inférieure au prix garanti, l'État contribue pour faire la différence. Mais dans le cas inverse, ce qui est le cas aujourd'hui, où il y a donc
des prix de vente sur le marché qui sont bien supérieurs au prix garanti, eh bien, l'opérateur restitue l'intégralité du supplément à l'État. Donc, il n'y a pas de surprofit au profit des opérateurs. Aurélie Picard, je voulais qu'on revienne, vous citiez tout à l'heure les exemples des pays nordiques. Depuis combien de temps est-ce que c'est expérimenté là-bas? Une dizaine d'années. Et est-ce qu'on n'a pas un phénomène de rente quelque part, le fait que finalement les gens s'habituent à payer leur énergie moins cher parce qu'ils sont à côté d'un projet? Non, pardon, une dizaine d'années, c'est participation dans les projets. La partie bonus, elle est plus récente, c'est 2020. D'accord, donc on n'a pas encore de recul. Pas un recul très important. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que sur le long terme, on ait effectivement des populations qui s'habituent à payer moins cher leur énergie simplement parce qu'elles bénéficient d'un projet mais qu'elles l'oublient finalement quelque part? Après, je pense qu'on a une question d'équité territoriale et une question quand même à regarder de loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les ENR, on les met surtout dans des zones rurales. On en a il y a moins de densité d'ENR dans les zones urbaines. Et on a des tensions quand même aujourd'hui assez importantes entre les zones urbaines et les zones rurales. Et donc sur le long terme, le bénéfice perdure dans les zones qui servent la solidarité énergétique. Ça me paraît quelque chose qui puisse tenir longtemps. La question d'habitude ne me paraît pas problématique. Pas problématique, tant mieux. Eh bien, écoutez, Marie-Claire Raoun, un autre aspect, parce que là, on a pas mal effectivement parlé de l'intéressement financier. Concrètement, dans les territoires aujourd'hui, comment est-ce que les acteurs locaux peuvent se mobiliser pour favoriser non plus, comme le disait Jean-Louis Bal, effectivement, l'acceptation, mais l'appropriation? Alors, nous, Terega, donc on est présent en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie principalement. Effectivement, on voit émerger différentes initiatives, notamment qui sont pilotées par les régions, notamment par la région Occitanie, qui a mis en place très récemment une initiative pour une aide régionale pour les porteurs de projets, pour les accompagner dans leur démarche de communication et de concertation, avec l'idée toujours que les projets s'y prennent le plus en amont possible, pour les porteurs de projets, qu'ils s'y prennent le plus en amont possible pour communiquer autour de leur projet et partager et faciliter ces démarches d'appropriation. Il y a le même type de démarche aussi en Nouvelle-Aquitaine, qui a aussi créé une plateforme pour favoriser le portage citoyen de ces projets-là. On peut aussi citer une initiative qui s'appelle l'initiative GFIS, qui est aussi un autre exemple de dialogue dans le sud-ouest, qui est un projet de recherche qui vise vraiment à travailler sur la gouvernance dans le domaine de l'ingénierie du sous-sol. On a parlé du CO2 tout à l'heure. Pour ces projets qui sont encore très très nouveaux, pas du tout avec lesquels la population n'est pas du tout familière, l'idée est vraiment de pouvoir favoriser le dialogue et de pouvoir engager un débat citoyen autour de toutes ces initiatives, de tous ces nouveaux projets, faire émerger aussi de nouvelles pratiques en termes de dialogue et de concertation. Peut-être aussi ce qu'on peut citer, alors c'est pas du tout les mêmes types de projets, mais en tant qu'opérateur d'infrastructure, on a, nous Terega, mais comme GRT Gaz, une longue expérience dans la concertation. On a l'habitude de construire ces grands tuyaux et donc il y a tout un dispositif de dialogue qui s'est formé durant ces dernières décennies. Et ce qu'on peut citer par exemple, c'est cette méthodologie qui est une méthodologie obligatoire, la démarche éviter, réduire, compenser, qui est obligatoire pour la partie environnementale et que nous, Terega, dans nos projets, on essaye aussi d'élargir et d'appliquer à d'autres critères, notamment les critères sociétaux. Et donc à partir de là, quand on a un tracé, même si c'est un tracé linéaire et enterré, donc ça ne soulève pas les mêmes types de contestations que ce qu'on peut voir pour il n'y a pas de nuisance visuelle ni effectivement, mais dans la construction du projet, il y a quand même tout un dispositif d'acceptabilité et d'appropriation. Alors on va chercher effectivement, comme le soulignait Jean-Louis Bal et Aurélie Picard, à maximiser les retombées locales, économiques, mais il y a aussi tout un dispositif de concertation en amont, d'aménagement de cette infrastructure, d'essayer d'éviter des zones où il y a une grosse problématique foncière, où il y a des forts enjeux archéologiques, patrimoniaux. Et donc l'idée, c'est d'avoir le tracé de moindre impact, non seulement moindre impact environnemental en termes de biodiversité, mais également un moindre impact sociétal. Donc tout l'enjeu là dans cette méthodologie, c'est effectivement de se préparer le plus en amont possible et donc de dialoguer très en amont d'un projet, quand il y a un projet, avec les populations locales pour vraiment favoriser cette appropriation. On parlait tout à l'heure dans la première table ronde et même en début d'après-midi, on parlait de l'importance de préparer les infrastructures parce que c'est des investissements sur le temps long. Et là, typiquement, sur ces projets-là, il faut vraiment prendre le temps de la planification et de l'anticipation
pour effectivement dialoguer avec les populations locales et favoriser cette appropriation. Alors Jean-Louis Bal commençait sa prise de parole tout à l'heure par dire il n'y a plus de problème d'acceptabilité, on est bien sur une logique d'appropriation. Vous validez effectivement? Moi, je ne vous cache pas que ça m'étonne un petit peu parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même quelques levées de boucliers ici et là et que c'est quand même pas si bien accepté que ça. Alors je pose la question à Marie-Claire Raoult, mais après je vous la redonne si vous le souhaitez. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a des zones où l'acceptabilité est déjà là, il y a ce problème d'appropriation. Je pense que l'appropriation, et l'acceptabilité, elle vient quand on a effectivement ces retombées locales, quand on voit un impact direct sur les emplois, sur le prix de l'énergie, quand on voit ce que ce projet-là nous rapporte directement et pas simplement dans une vision nationale de développement des renouvelables. Donc je pense qu'il y a effectivement un mix de deux et qu'il y a dans certaines zones, l'acceptabilité, elle est peut-être plus compliquée à avoir, mais si on favorise ce dialogue dès le début, je pense qu'on arrivera plus facilement à faire en sorte à ce que les citoyens s'approprient davantage ces nouvelles énergies. Jean-Louis Bal. Oui, quand j'étais petit, Donc il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Mon instituteur avait l'habitude de dire que ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Eh bien, c'est vrai. Quand on regarde qui s'oppose, alors dans l'ordre, au projet éolien, au projet de méthanisation, au projet photovoltaïque, j'ai pris l'ordre décroissant. Eh bien, termes effectivement d'opposition. C'est une minorité, mais une minorité super bien organisée et qui peut en plus avoir des méthodes violentes. Les débats dans des communes rurales sur ces projets, ça peut être violent. Et on a un nombre de maires qui ne veulent plus porter des projets énergie renouvelable parce qu'ils ont peur de tous les ennuis qu'ils vont avoir en portant ces projets. Et l'indicateur qui est souvent utilisé par les services de l'État et par les politiques d'ailleurs, c'est les taux de recours. Alors, pour déposer un recours contre un projet, il suffit d'une personne. Et donc, ces taux de recours, ce n'est pas le bon indicateur. Il y a des études d'opinion qui sont faites par l'ADEME, par le ministère chaque année et qui révèlent que le développement des renouvelables, alors je les mets toutes dans le même panier, elles sont vues de façon très positive par une majorité de la population. Mais c'est une majorité que vous n'entendez qu'au travers des sondages. Mais est-ce que ce n'est pas une population qui n'est pas directement exposée? Je ne me fais pas l'avocat du diable en disant qu'il ne faut pas accepter les projets, entendons-nous bien, mais est-ce qu'effectivement les sondages dont vous nous parlez d'opinion ne sont pas ceux qui ne sont pas directement exposés, et notamment les populations des villes, dont on dit très souvent qu'ils considèrent que les éoliennes, les méthaniseurs, c'est bien parce que c'est loin de chez eux? Alors, détrompez-vous. Je vais reprendre l'exemple de l'éolien parce que c'est quand même le plus parlant. Le dernier sondage qui a été réalisé l'été dernier par le ministère de la Transition écologique et qui était à l'époque solidaire montrait qu'il y avait une volonté de développer les renouvelables qui était de l'ordre de 70% dans la population générale. Et ils ont fait un focus sur les régions comme les Hauts-de-France ou le Grand Est, où l'éolien est déjà très développé. C'est là que se concentre la majorité des parcs. Eh bien, le taux d'acceptabilité, de la volonté de développer encore les renouvelables montait à 77%. Donc vous voyez que ce n'est pas une question de ruraux et de citadins, quoi. Alors Nicolas Bernet, tout à l'heure, je vous voyais acquiescer quand Jean-Louis Bal disait effectivement les tonneaux qui font le plus de bruit sont ceux qui sont vides. C'est ça, hein? Voilà, en substance, c'est à peu près ça. Donc, je voulais revenir avec vous sur les travaux que vous menez à l'INRAE. Est-ce que, donc, je le rappelle plutôt, vous êtes le directeur du laboratoire de biotechnologie de l'environnement à Narbonne. Donc, on aurait plutôt tendance à penser que c'est quelque chose de très scientifique et technique. Est-ce que néanmoins, vous vous posez ces questions, effectivement, d'acceptation, d'appropriation, telles qu'effectivement, on a fait le distinguo? Oui, mais en fait, on est très sollicité, c'est-à-dire qu'en tant qu'institut de recherche, on a des questions qui nous reviennent de la société, et en particulier sur la méthanisation. Les principales questions qui nous reviennent sont par rapport au digestat. Ce n'est pas tellement par rapport au procédé de méthanisation en tant que tel, mais c'est au digestat, au risque potentiel de l'utilisation de ces digestats, etc. Donc après, il y a des questions auxquelles on peut répondre directement, et d'autres pour lesquelles on va développer des recherches pour pouvoir apporter justement des réponses objectives à ces questions-là.
Est-ce que les digestats, c'est une question que le tout un chacun se pose quand il voit une unité de méthanisation se construire à proximité de chez lui, ou est-ce que c'est quand même une question de spécialiste? En fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que contrairement aux autres énergies renouvelables, la méthanisation, alors ça va être un peu provocateur, ce que je vais dire, c'est d'abord un procédé de production de digestats. Quand vous rentrez 1 tonne de matière dans un méthaniseur, l'essentiel ne ressort pas sous la forme de biogaz, mais sous la forme de digestat. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que derrière, ce digestat, il va falloir le valoriser. Alors évidemment, la valorisation agronomique, c'est la solution évidente. Mais il y a des précautions à prendre. Il n'y a pas un digestat. Le digestat, en fait, la qualité du digestat va dépendre de ce que vous mettez dans votre méthaniseur. Donc, pour rebondir un peu sur ce qui avait été évoqué ce matin, Oui, sur le mélange des boues, etc. L'essentiel, voilà, la qualité du digestat dépend essentiellement de ce qu'on rentre dans le méthaniseur et aussi des conditions opératoires qu'on va mettre en œuvre dans ce méthaniseur-là. Et après, il y a des questions aussi par rapport au retour au sol, alors des questions de la société et des riverains, mais aussi la question des agriculteurs. On travaille pas mal avec l'association des agriculteurs méthaniseurs de France sur certaines questions, notamment, on dit que quand on fait de la méthanisation agricole et qu'on ramène le digestat au sol, plutôt que de laisser les résidus de culture sur le sol, on va appauvrir les sols en carbone. Donc ça, c'est des questions importantes, parce que les sols en France ont tendance à s'appauvrir. Les premiers résultats de recherche montrent que ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, la matière que vous allez transformer en biogaz dans un méthaniseur, c'est de la matière organique qui, de toute façon, sur le sol, aurait aussi été dégradée assez rapidement par les organismes du sol. Le carbone qui va rester dans le sol, c'est du carbone lentement dégradable, qui n'aura pas le temps de dégrader dans un méthaniseur. Donc on va retrouver dans le digestat et qui va être amené au sol. Donc ça veut dire qu'en tout cas, en matière d'apport, effectivement, de matière carbonée azotée, effectivement, la méthanisation n'est pas égalée d'une moins-value au niveau de l'amendement sur les sols. Alors, sur le carbone, donc, il y a cet aspect-là. Sur l'azote, c'est un petit peu plus compliqué. Là aussi, il y a pas mal de questions qui nous reviennent. La méthanisation, en fait, ne va quasiment pas ne va pas éliminer d'azote. L'azote va se retrouver en grande partie sous forme ammoniacale, avec là aussi des problèmes potentiels environnementaux, de volatilisation de l'ammoniac, etc. Donc là, nous, notre rôle, c'est de regarder effectivement que devient l'azote dans les digestats quand on va les prendre au sol, et après de proposer aussi des mesures pour limiter les risques de volatilisation, par exemple les pratiques d'épandage, etc., en enfouissement pour éviter de risquer la volatilisation, etc. Et donc, est-ce que vous avez déjà des pistes de résultats à nous donner effectivement par rapport à ces risques que vous évoquez? Oui, c'est justement cet exemple-là. Bon, il y a le problème des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire par exemple aussi, il faut couvrir les fosses de digestats, couvrir les fosses pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, enfouir les digestats pour éviter les aspects volatilisation. Et après, il y a des questions aussi environnementales, alors qui sont moins visibles que lorsqu'il y a un accident de digestat. C'est par exemple, c'est justement les émissions de gaz à effet de serre, que ça soit au niveau du procédé en lui-même. Si vous avez une fuite sur un méthaniseur, vous perdez rapidement l'avantage environnemental de faire de la méthanisation. Donc, si vous avez des fuites sur votre stockage de digestat, c'est la même chose. Vous allez émettre des gaz à effet de serre. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions sur lesquelles il y a des recherches à faire et ensuite des préconisations à proposer pour améliorer la fiabilité des installations. J'avais aussi voulu qu'effectivement, vous l'avez cité, on revienne avec vous sur la question qui a été abordée ce matin, donc sur la co-alimentation des méthaniseurs avec des bouts de station d'une part et des déchets agricoles de l'autre. Quelles sont finalement les problématiques que cela pose, à part, on l'a bien compris, effectivement la question de la surtransposition. Donc là, c'est plutôt l'aspect réglementaire. Alors, techniquement, quel est le sujet finalement? Alors en fait, ce qu'on appelle la codigestion, c'est-à-dire méthaniser plusieurs substrats différents. Donc j'ai envie de dire qu'en France, il n'y a pas 2 méthaniseurs qui sont identiques. C'est-à-dire que chaque méthaniseur va être alimenté avec des mélanges de substrats différents. Et en plus, un même méthaniseur, dans le temps, avec la saisonnalité des productions agricoles, peut aussi avoir son recettage qui varie dans le temps au cours de l'année. Et ça va impacter la qualité du digestat. Donc si vous rentrez dans un méthaniseur des bouts de station d'épuration,
Ça va dépendre de la qualité de la boue, mais si ces boues elles contiennent des métaux ou des micropolluants organiques, il y a de fortes chances que ces composés-là vont se retrouver dans le digestat. Et puis après, il y a le problème qui a été évoqué ce matin, c'est un problème d'acceptabilité, c'est-à-dire qu'un agriculteur... Alors on a dit qu'on parlait plus d'acceptabilité, mais je ne sais pas comment le dire là, parce que les usagers n'acceptent pas ce qui était dit ce matin, que les cultures ou que ce qu'ils vont manger viennent de cultures sur lesquelles il y a eu des apports de boue, par exemple. Jean-Louis Bal, quand on écoute Nicolas Bernet, on se rend compte quand même qu'il y a un petit peu plus aussi que les groupements que vous évoquiez tout à l'heure qui savent monter des conflits là où il n'y en a pas. Il y a effectivement un sujet sur le retour au sol. C'est d'ailleurs l'une des thématiques dont s'emparent les associations de protection de l'environnement. Oui, vous avez raison, mais je pense aussi que les contestations qu'on peut avoir sur la méthanisation sont d'ordre plus rationnel et plus légitime que les contestations qu'on a sur l'éolien. Et donc, il y a effectivement des questions qui peuvent se poser sur le retour au sol des digestats, sur le trafic de camions pour alimenter le digesteur, sur les odeurs, etc., qui sont les questions les plus classiques. Mais je pense que ce sont des questions sur lesquelles on a à fournir des réponses argumentées. Alors je conçois bien que la question du digestat est la plus compliquée, mais on peut quand même apporter des réponses. Les contestations qu'on a sur l'éolien, c'est quand même beaucoup basé sur des bobards. Marie-Claire Aoun, avant qu'on ne passe peut-être le micro dans la salle et prendre quelques questions, juste revenir avec vous sur quelque chose qu'on a évoqué ce matin, c'est la planification écologique. Est-ce que selon vous, là, on a un outil effectivement qui permettrait de donner de la visibilité à tous les Français et comprendre effectivement pourquoi est-ce qu'on vient développer des projets ENR à côté de chez eux? Je pense qu'il y a un sujet, on en a parlé aussi ce matin, il y a un sujet de faire converger ce qu'on est en train de voir dans les territoires, cette volonté de développer, on le voit dans les schémas régionaux d'aménagement des territoires et les SRADET, on voit qu'il y a une forte volonté de développer les gaz verts. On a fait dans le cadre de l'exercice Perspective Gaz avec GRT Gaz et GRDF un travail d'agrégation de tous ces schémas régionaux, les SRADET, et on voit que les objectifs de gaz vert, que les régions sont très ambitieuses à cet égard, et on voit bien que ça, au niveau national, cette ambition elle est moins forte. Et c'est vrai qu'il y a ce besoin aussi de donner, dans le cadre de l'appropriation et l'acceptabilité, ce besoin de donner aussi une vision, une planification de ce que l'on veut faire de la transition énergétique et d'avoir peut-être des objectifs convergents et cohérents, à la fois au niveau national et aussi au niveau régional. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas totalement. Et peut-être que dans le cadre de la concertation de la PPE qui s'engage en octobre, qui a été annoncée ce matin, peut-être que ce débat va avoir lieu, parce qu'on a vraiment besoin, je pense, de donner une vision cohérente de ce schéma d'ensemble et comment est-ce que, au niveau des territoires, on peut arriver vers cette planification, vers des objectifs communs. Et d'ailleurs, les comités régionaux de l'énergie, le décret a été approuvé par le Conseil supérieur de l'énergie la semaine dernière. Je pense que ça va dans le bon sens parce que l'idée est vraiment de faire converger ces objectifs, ces visions qui peuvent paraître parfois un petit peu divergentes entre ce qui se passe sur le territoire et ce qu'on veut achever au niveau national. Aurélie Picard, pour revenir sur cette vision effectivement au niveau national, est-ce qu'en France, on ne souffre pas un peu d'une vision un petit peu simpliste qui fait que tout ce qui est relatif à la création de valeur, à l'industrialisation, on considère encore que c'est loin de chez nous en fait. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on puisse intéresser financièrement les populations locales. Est-ce que c'est parce que à la base, il n'y a pas de compréhension de cet intérêt général rapporté à ce qu'ils voient auprès de chez eux? Je n'opposerai pas les deux, je mettrai les deux en complément, mais oui, c'est vraiment important et la PPE est très structurante pour l'industrie, c'est un élément essentiel pour l'industrie, pour structurer le développement de l'industrie de la transition énergétique, pour faire des investissements sur notre territoire par rapport à des panneaux solaires, de l'industrie de méthanisation, de l'éolien. Savoir à quelle vitesse on va les développer, comment on les développe est extrêmement important. Et on a également toute la partie mécanisme d'ajustement aux frontières qui est extrêmement structurante. On sait que la manière dont on commerce, le commerce international sur ces questions-là est extrêmement importante. Donc derrière, l'industrie est en complément de l'intéressement direct des populations, une manière de voir les retombées du développement de la transition énergétique.
Et donc, au-delà de la partie diffuse service, voilà, on voit bien sur la partie éolien en mer, les usines sont très visibles, c'est tangible, on voit que ça crée de l'activité et que si on accélère sur cette ENR, ça aura plus de retombées sur le territoire. Donc je n'opposerai pas la question d'implantation des énergies renouvelables de la question du développement du tissu industriel qui est étroitement liée à la question de la planification, mais également à des questions plus larges et plus européennes de la manière dont on commerce. Et on voit que des pays comme l'Inde ou les États-Unis ont décidé des grands plans solaires en ayant décrété très clairement que ce sera une industrie locale, ce qui, je pense, participe clairement à l'acceptation de la population, parce qu'on voit que c'est à la fois un investissement collectif dans le solaire, mais également des retombées massives localement. Et ça, aujourd'hui, l'Inde et les États-Unis, sans prendre vraiment en contrevenant aux règles de l'OMC, mais ont clairement annoncé qu'elles auraient un développement massif de l'industrie solaire lié à leur déploiement. Et tout ce qu'on travaille au sein du comité stratégique de filière, c'est vraiment de regarder comment ensemble, ce qu'on peut faire au niveau national, ce qu'on doit faire au niveau européen, pour que l'investissement qu'on fait lié à la programmation pluriannuelle de l'énergie puisse se traduire dans des usines sur les différents types d'énergie. Merci pour cet éclaircissement. Alors, comme je le disais, avant qu'on continue donc, la discussion entre nous sur les strates, je vous propose qu'on fasse passer un micro dans la salle, savoir s'il y a des questions concernant ces notions d'acceptabilité ou plutôt d'appropriation. Alors, on nous a dit ce matin, ce serait bien de plus passer le micro dans la salle de manière à ce que les gens posent des questions. Donc, voilà, il faut joindre effectivement la parole à l'action. N'hésitez pas à lever la main distinctement, de manière affirmée. Ah, voilà, une petite main se lève, c'était discret. Oui, Merci, bonjour, monsieur. merci à toutes et à tous pour ces débats. Christophe Journet, Matières premières, Énergie Média. Jean-Louis Bal, je suis très surpris de votre réflexion par rapport à l'acceptabilité de l'éolien. Ça ne me paraît pas sérieux de dire, j'ai compris, c'est des bobards. Vous avez dit ça? Ou j'ai mal entendu? Que c'était basé sur des bobards, oui. Mais c'est inacceptable de dire ça. Moi, je connais des tas de gens. Ben, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Hein. Justement, mais je pense vrai pas qu'on n'est qu'on pas obligé puisse d'être d'accord. accélérer. Je pense pas qu'on puisse favoriser l'appropriation de l'éolien en traitant les anti-éoliens de gens qui colportent des bobards. Je pense que là-dessus, on peut dire des tas de choses, mais pas ça. C'est pareil pour le nucléaire, c'est pareil pour plein de choses. On est d'accord? Non. C'est disqualifiant. Exemple de bobard que j'entends mais régulièrement, y compris de la part d'un animateur de télévision bien connu. Les pales d'éoliennes ne sont pas recyclables. Ben voilà, un bobard par exemple. Et je pourrais vous en citer. On en est quand même au balbutiement du recyclage des pales. Alors, Faut jusqu'à avouer. présent, les pales d'éoliennes en fin de vie, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, étaient valorisées en cimenterie. Et maintenant, il y a donc des fabricants qui proposent des pales qui sont entièrement recyclables parce que la fibre peut être séparée de la résine qui assemble ces fibres. Je pourrais vous en sortir des dizaines hein, de bobards de ce genre-là, de l'impact des éoliennes sur les brebis qui perdent leur vessie, etc. Enfin, il y en a des vétérinaires une quantité allemands et invraisemblable. français qui ont prouvé que les maladies de certains animaux cheptels qui se situent sous les parcs éoliens sont réellement chroniques. Alors, par rapport à ça, je vais juste vous dire, j'entends ce que vous dites, je ne suis pas du tout en train d'essayer de m'opposer à ce que vous dites. Par contre, je vous conseille la lecture du très beau roman qui s'appelle Mohican, écrit par notre confrère Éric Fotorino, qui n'a pas l'habitude de non plus se renseigner de façon à donner crédit à des bobards. Vous l'avez lu ce livre ? Mohican d'Éric Fotorino. Je vous propose néanmoins qu'on se recentre sur le gaz, puisqu'on est quand même au congrès du gaz, plutôt que de parler des éoliennes, même si Jean-Louis Bal répondait. L'éolien a besoin du gaz, donc on parle bien du gaz. Jean-Louis Bal, je vous laisse répondre et puis après je vous propose qu'on prenne une autre question. Non, mais je propose qu'on en reste là. Bon, d'un commun accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc je propose qu'on prenne une autre question. Vous êtes timide, dites donc, cette début d'après-midi. Pourtant, effectivement, je vous ai dit, on va faire monter le fait qu'il fallait qu'on pose plus de questions. Ah oui, monsieur, sur la droite de la salle. Oui, bonjour. Juste une question pour Aurélie Picard. Vous parliez de l'acceptabilité au Danemark et en Angleterre.
je pense qu'il y a aussi des brebis au Danemark et en Angleterre. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire accepter ça? Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de, je pense aussi à l'Espagne, à l'exemple d'Italie, est-ce qu'on n'arriverait pas à faire accepter beaucoup plus rapidement des projets en s'inspirant des expériences étrangères? Je vous remercie pour la question, parce que c'est ce qu'on essaye de faire. On travaille beaucoup par le benchmark. Donc, la question a été posée sur la partie bonus. On n'a pas beaucoup de recul et on est en lien étroit avec le Danemark pour vraiment aller dans le détail de comment ils ont fait leur retour d'expérience sur les différentes parties. Sur la question des impacts de l'éolienne, je ne peux pas vous répondre précisément, mais très concrètement, dans la méthode, c'est bien la méthode qu'on adopte. C'est la méthode qu'on a adoptée sur le contenu local. On a regardé comment les autres pays faisaient dans l'achat des énergies renouvelables, dans la commande publique, dans les appels d'offres de la CRE, ou assimilé comment les autres pays animaient le contenu local. On l'a fait également sur le développement de l'hydrogène, et puis on le fait sur la question aujourd'hui de l'acceptabilité, de l'appropriation par les populations, leur intégration par rapport au projet, sans enlever que ça reste un problème, un sujet complexe. On voit également sur l'Angleterre l'importance du débat, mais comme l'a présenté Marie-Claire Aoun, vraiment l'importance du débat en amont, la complexité du message, c'est-à-dire reconnaître les difficultés, les doutes, partager les questions, les plus, les moins. Je crois que la question de la programmation est également quelque chose vraiment d'important. Et dans cette programmation, j'y tiens avec sa dimension industrielle qui est incitative. Alors, une autre question? Oui, Thierry Trouvé, GRT Gaz. Merci. Moi, c'est une question pour Monsieur Bernet. Vous avez parlé tout à l'heure des risques d'émissions de gaz à effet de serre liés à l'activité de la méthanisation. Est-ce qu'il y a des études, moi, je n'ai pas les idées claires là-dessus, est-ce qu'il y a des études qui sont disponibles sur les émissions évitées pour l'agriculture grâce à la méthanisation? Je pense par exemple à la gestion des effluents d'élevage, quand il n'y a pas de méthanisation versus quand il y a une méthanisation. Il y a justement, INRAE a fait une étude ACV qui est sortie cette année, en comparant deux situations agricoles, une situation avec une exploitation principalement élevage et une exploitation sans élevage, et en comparant donc cette exploitation avec ou sans méthanisation, et en regardant les impacts. Et effectivement, les impacts sont très favorables quand on met de la méthanisation en place. En particulier, c'est d'autant plus important justement quand c'est une exploitation d'élevage. Donc ça, c'est disponible sur le site INRAE. Donc, à aller en libre accès. Ouais. Alors, avant qu'on ne rende le micro effectivement pour cette table ronde, puisqu'il est bientôt 15h15, j'aurais juste une dernière question, Jean-Louis Pal, pour vous. Aujourd'hui, on a un projet de loi sur l'accélération pour le développement des énergies renouvelables qui arrive. Et déjà, je vois ici et là des voix qui s'élèvent sur les effets sur la biodiversité, ou en disant on va accélérer drastiquement sur le photovoltaïque, on sait qu'il y a déjà des problématiques de ressources foncières en la matière, ça va effectivement impacter les espaces naturels. Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que je peux vous demander votre commentaire sur ce qu'a dit tout à l'heure Patrick Pouyanné, en disant à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, il faut choisir, et quand on y va, on y va? Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais je ne pense pas que le développement des énergies renouvelables doive se faire au détriment de la biodiversité. Et les expériences... C'est pas non plus ce qu'il a suggéré. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas compris comme ça non plus. Ouais, mais... Enfin, moi, c'est ce que je viens de comprendre de ce que vous venez de dire. Ouais, j'ai peut-être grossi un peu le trait. Mais en tout cas, je pense qu'il faut rassurer les ONG environnementalistes sur le projet de loi. Par exemple, la reconnaissance impérative d'intérêt public majeur, ce n'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi, pour avoir droit automatiquement à la dérogation sur les espèces protégées, parce qu'il y a d'autres conditions à remplir, et il y aura toujours une protection sur les atteintes à la biodiversité. De même, un article qui a été supprimé, qui était le fait de pouvoir remonter les seuils à partir desquels les projets sont soumis à études, à évaluation environnementale. L'intention du gouvernement, c'était simplement de faire la même chose que dans les autres pays européens. Ce n'était pas quelque chose de dramatique. Pour des projets photovoltaïques ou pour un méthaniseur, aller mener des études d'évaluation environnementale, c'est d'une lourdeur extrême pour des impacts qui sont de toute façon extrêmement mineurs.
Alors, merci à vous pour cet avis. Il est 15h15, il est l'heure de la fin de cette table ronde. Merci à vous quatre d'y avoir participé. AFG. Ensemble, transformons l'énergie.